Donc, on commence. Eh ben, il y a deux très beaux papiers. Euh, Vraiment intéressant. Le premier d'Andrea Agostini, Daniele Ghisi et Jean-Louis Giavito. C'est un très beau papier sur Max, une extension de Max avec un langage de programmation spécialement conçu qui s'appelle Bell, programmé par Andrea. Voilà, donc je te laisse la parole, pardon, Andrea, et voilà. Bonne Voilà, présentation. Bon, et tu peux merci. partager ton écran Oui, et go. voilà. Ouais, Est-ce que le partage d'écran Oui, est en train de pas de marcher? problème. OK, c'est Tout très marche. bien. C'est très bien, ouais. super. Bon, merci. Alors, oui, comme Eric l'a anticipé, le travail que je vais présenter, un petit langage de programmation qui est censé être utilisé à l'intérieur de Max et en conjonction avec la librairie Bach. Je vais un peu rentrer dans certains détails, y compris qu'est-ce que c'est que Bach, justement, mais je voulais juste donner un peu de contexte par rapport à ce travail. Ça fait désormais une dizaine d'années au moins, peut-être plus, que je m'interroge avec mon partenaire Daniel Ghisi et après plus récemment avec l'aide de Jean-Louis Javito, un peu sur les manières d'exprimer des processus et des problématiques aussi compositionnelles que performatives dans un environnement informatique. Et donc, notamment, je me pose ce problème non pas vraiment d'un point de vue théorique, car en fait, mon identification, ma casquette est de compositeur. Donc, je suis un compositeur bricoleur quelque part, avec une certaine familiarité avec l'outil informatique, mais essentiellement, ma préoccupation est principalement pratique plutôt que théorique. Ce qui m'a amené avec justement Daniele à construire un système qui est appelé Bach, qui est voilà, c'est une extension de Max pour la représentation musicale et la composition assistée par ordinateur, donc la CAO. C'est un projet indépendant qu'on mène depuis 2010, quoique ses racines reviennent un peu plus avant que ça. C'est un projet qui a eu un certain degré de succès, c'est-à-dire que pour un projet complètement indépendant et open source, il commence à avoir une base d'utilisateurs qui est estimée en quelques milliers de personnes. Je ne suis pas sûr vraiment du nombre. J'espère que ça a un peu monté en fait pendant la dernière année. J'ai deux, trois petits exemples d'usage. Là, j'anticipe qu'il y aura peut-être un petit problème dans le sens que le partage d'écran de Zoom est extrêmement lourd pour ma machine. Donc, certains exemples qui fonctionnent de manière très souple et lisse dans l'usage normal, lorsqu'il y a le partage d'écran, auront des glitches et des petits problèmes de temporalité. Mais je vais vous le montrer quand même. Donc, le premier que je vais montrer est en fait le deuxième ici. Ça vous montre un peu la potentialité du système. Peut-être, donc, comme vous le voyez, il y a des éditeurs de partitions. Ils sont des outils dans lesquels je peux effectivement rentrer de la notation musicale. Qu'est-ce que je veux dire après avec notation musicale? Je vais un peu l'approfondir plus tard. Et l'idée là est que j'ai la possibilité de faire des interventions sur la notation musicale en temps réel, donc quelque manière en conjuguant le paradigme notationnel de Open Music d'un côté, si vous voulez, et le paradigme temps réel de Max. C'est un peu, disons, l'ambition utopique ou dystopique, je ne sais pas, du projet. Donc, je vais lancer le processus. Voilà, donc vous voyez, j'ai effectivement une interaction en temps réel avec l'outil. J'étais assez frappé avant quand François Paris a évoqué le concept du compositeur qui réalise sa composition au piano quelque part. Donc, on s'est posé un peu le problème de comment est-ce qu'on peut avoir des instruments
des instruments de musique qui soient à la fois capables d'interagir à niveau de la notation et à niveau du symbole, mais aussi à niveau du son, à niveau de l'interaction. Donc, un peu une des utopies de ce projet est celle de fournir un peu une espèce de piano augmenté, entre guillemets, un outil réactif, responsif et intuitif pour la composition musicale plutôt que pour la performance. Je vous montre un autre petit exemple. Ça, c'est presque une pièce, quelque manière, c'est-à-dire c'est un système interactif avec une certaine ambition de, disons, voilà, c'est très clairement un hommage à Conlon Nancarrow. Ah, ok, c'est pas trop mal. Et encore une fois, je peux interagir avec mon système, c'est un automate cellulaire qui produit cette espèce de boogie-woogie. En même temps, il produit une forme de notation en temps réel. Voilà, je vais couper ça. OK. La partition de Bach est en même temps un séquenceur. Et c'est un séquenceur assez riche, en fait, avec le potentiel d'embriquer une quantité de données représentées qui peuvent aussi guider des processus de synthèse sonore ou, de manière plus large, de contrôler n'importe quel aspect, n'importe quel processus, n'importe quel dispositif dans Max. Et évidemment, lorsque je dis dans Max, je peux dire aussi hors de Max, dans le sens qu'après, je peux connecter Max à n'importe quel dispositif extérieur. Et donc, l'idée est un peu d'avoir une espèce de système centralisé de contrôle de processus dans le temps. Là, je vais lancer une petite partition que, comme vous le verrez, produira de la synthèse sonore et en même temps produira des messages qui seront affichés ici et en même temps contrôlera, juste pour un but démonstratif, la couleur de l'écran de Max. Donc, je vais lancer ça. Voilà. Et tout ça se réalise. Donc, j'espère que la potentialité du système, quoique cet exemple est évidemment presque une blague, j'espère que ça démontre un peu la potentialité du système. Donc, tout ça se passe à travers une structure de données dédiée qui s'appelle LLL, désolé, pour Lisp-like Linked List. C'est une structure de données qui est partagée par tous les modules de Bach et qui est quelque part le corps, le noyau de la communication de toutes les informations dans le système Bach. La forme textuelle de cette structure de données est celle-là. Je crois qu'il est assez évident que cette structure rassemble de très proche une Lisp de Lisp. Quoique il y a des différences importantes. Et ce qui est à dire aussi est que cette structure de données peut représenter disons, toute structure d'information à partir des valeurs atomiques en nombre, en symbole, jusqu'à, par exemple, une entière partition. Donc là, par exemple, ici, je vais voir avec un peu de pretty printing, l'entière structure de données qui représente la partition que vous avez écoutée. D'accord? Donc, la véritable partition, c'est-à-dire en termes de hauteur, durée, etc., est représentée ici. Et vous verrez que j'ai, par exemple, des MIDI-cents, donc des hauteurs MIDI. J'ai les symboles qui ont été affichés et j'ai aussi une représentation de toutes ces courbes qui ont guidé, par exemple, la modulation en fréquence, le vibrato, les gradients de couleur d'écran, etc. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous raconter tout ça? Car après, il y a un problème qui s'ouvre. Et le problème est la représentation de processus. C'est-à-dire qu'avec le paradigme data flow de Max, que je décris de manière un peu plus théorique dans l'article, surtout avec l'aide de Jean-Louis Javito, et dans lequel je ne vais pas rentrer ici, le paradigme Dataflow de Max a des spécificités qui le rendent très adapté pour la construction d'instruments quelque part, et il le rend très mal adapté pour l'expression de processus algorithmiques. Donc, même quelque chose de très simple,
comme celui-là. Donc, vous voyez, je pars de 10, 20, 30, 40 et je vais obtenir 10, 20, 30, 40 et après 20, 30, 40, 10 et après 30, 40, 10, 20, etc. Requis un programme qui n'est pas du tout simple à la compréhension et qui n'est pas du tout, je dirais, propre du point de vue de l'expression. Donc là, j'ai essayé de faire une espèce de traduction des différentes fonctionnalités de ces boîtes à objets de Max vers une espèce de formulation un peu plus formelle du point de vue de la programmation. Donc là, j'ai quelque chose qui me permet de faire du séquencement d'action. Backlength, quelque part, est une fonction. C'est-à-dire, il prend des données, il restitue des données différentes. Là, je fais une boucle. La structure de contrôle de la boucle est distribuée sur deux objets, USI et BackCollect. Ici, j'ai un conteneur de données. J'ai un paramètre nommé pour une fonction et la fonction est celle-là. Donc, vous voyez, et finalement, je recueille les données dans l'objet BackCollect et je les affiche avec cet autre objet qui est une boîte à messages. Voilà, je ne suis pas du tout le seul à parler de ce problème-là. On a commencé à évoquer ces problématiques à la véritable naissance de Max. Il y a ce très bel article sur le Computer Music Journal qui est Putting Max in Perspective, qui remonte, je crois, du 1992 par Peter Desan avec des interventions de Miller Pocket, Brad Garton, George Lewis, etc., etc. Donc, je suis pas du tout... C'est un problème qui s'est ouvert et qui a été reconnu il y a 30 ans. Il y a eu beaucoup d'interventions dans ce sens. Et voilà. Ce que je vais proposer, une petite et très locale solution, ou je ne sais pas, une proposition de solution, une hypothèse de solution qui est très spécifique à l'environnement de Bach, mais qui m'a donné quelques satisfactions et donc je vais la partager avec vous. Je me dis, voilà, ce processus-là, dans un langage normal, entre guillemets, pourrait être écrit plus ou moins de cette manière-là. Donc, for index in, voilà, une range, ce qu'en Python on appellerait un range de 1 à la longueur de $x, c'est-à-dire une variable qui contient la donnée à l'entrée. Alors, il faut collectionner la rotation de x par l'index enveloppée par une sous-liste. Voilà. J'espère que ça a l'air relativement clair. Je me dis, celui-là ressemble à n'importe quoi, celui-là ressemble presque à de l'anglais. OK. Alors, dans Max, j'ai déjà quelque chose qui me permet un peu de commencer à exprimer des concepts de manière verbale ou textuelle. On commence par l'objet expr, c'est-à-dire un évaluateur d'expression mathématique. Voilà, tout simple. J'ai vexpr qui me permet de faire des opérations mathématiques sur des listes. Après, j'ai if qui est très intéressant. Voilà, if déjà est quelque chose qui commence à ressembler à un langage. Si $1 plus $2 est égal à 3, alors yay. Voilà, justement. Et vous voyez, c'est vraiment presque de l'anglais. Donc, j'aime bien ce côté très verbal de ce type d'expression. D'autre côté, j'ai Bach.expr. Bach.expr, c'est une espèce de version de expr ou de vexpr qui prend en compte les sous-listes qui sont typiques de la LLL, donc qui nous amènent à ce type de structure un peu à la Lisp, entre guillemets. Voilà, rien d'étonnant ici. Justement, je fais mon addition. Et après, j'ai Bach.eval, qui est un peu l'objet qui contient le langage dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc ici, vous voyez que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus complexe et j'ai une expression qui contient un mot for in, c'est-à-dire une boucle, une opération de collection, mais en même temps un conditionnel, if, then, else. Vous voyez, ça ressemble à celui-là. Des variables, c'est-à-dire $n. Je vais être un peu plus spécifique par rapport à tout ça. Des opérations mathématiques, plus des fonctions, length, etc. OK.
Je ne vais pas faire une analyse détaillée de ce programme-là, mais je pense que c'est assez auto-explicatif. Et juste par curiosité, là, j'ai une expression du même processus de la slide précédente dans le langage Bell. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comme vous le voyez, ça ressemble de très proche à ce qu'on a montré avant. OK. Donc, justement, l'objet Bach-Eval, qui est celui-là, c'est un évaluateur, implémente un petit langage de programmation qu'on a appelé BEL, qui est un acronyme évidemment pour Bach Evaluation Language for LLL, mais qui est aussi un hommage à quelqu'un qui a beaucoup marqué et un lieu où on a écrit beaucoup de ce qui est l'histoire de la computer music moderne. Voilà. Donc, ce dont je vais parler dans les prochains slides est un peu la structuration et le formalisme du langage Bell, en espérant que ça ait du sens. Voilà. C'est tout normal, c'est un slide un peu lourd à charger. Voilà. OK. Donc, dans la conception de Bell, on a suivi certains principes de design, d'architecture, dont le plus important, c'était la facilité d'intégration avec Max. Donc, un premier principe très important est que lorsque j'ai un objet Bach qui fait une manipulation dans LLL, comme par exemple Bach.rev qui fait l'inversion d'une liste, vous voyez. Lorsque j'ai ça, je dois avoir une fonction de Bell correspondante. Donc, si j'ai Bach.rev, il faut que j'ai une fonction rev. Et comme vous le voyez, je prends mes données à l'entrée sous la forme d'une variable. Ça s'appelle $xan. Si vous connaissez l'objet expr et l'objet if, vous savez qu'il y a les variables qui s'appellent $ian pour les entiers, $f1 pour les flottants, etc. Dans Bach.expr et dans Bach-eval, on introduit les variables $x qui sont des variables sans type, c'est-à-dire n'importe quoi. D'accord? Il peut accepter aussi des entiers, que des flottants, que des listes, que des symboles, etc. Donc, normalement, c'est le type de variable qu'on utilisera dans Bell. OK. Et on a une notion d'attribut. OK, c'est-à-dire xMaxDepth1, je peux l'écrire comme ça. On fait, du point de vue formel, j'appellerai ça un paramètre de fonction nommée et j'obtiens le même résultat. OK. Cette facilité d'intégration s'applique en particulier, là je suis désolé, j'ai un peu changé le zoom, donc voilà. OK. Là, j'ai un gros patch. Je vais vous montrer un peu un paradigme d'usage. C'est un gros patch que j'ai fait pour un projet qui n'a pas abouti finalement, mais qui était une espèce d'essai d'instrumentation de séquences d'accords pour quatuor à cordes. Donc, c'est un problème assez complexe que je voulais résoudre d'un point de vue, disons, déclaratif. Donc, je peux utiliser Bach-eval comme un normal objet dans un patch pour imbriquer des petites opérations comme par exemple ici la génération d'une séquence d'accords aléatoire ou alors par exemple je peux utiliser Bach-eval pour faire un véritable gros noyau de computation qui est écrit dans la forme d'un programme OK, d'un véritable programme, comme vous le voyez. Donc, c'est exactement le même langage, c'est vraiment exactement le même formalisme. Mais je peux l'écrire dans une forme qui est plus proche, si vous voulez, du point de vue de la typographie d'un normal programme de langage de programmation. D'accord? Il y a une petite intégration avec l'éditeur de texte Atom, d'ailleurs. Donc, je peux double-cliquer l'objet et obtenir un espèce de pretty printing du code avec une coloration de la syntaxe. OK, donc l'idée est vraiment que ça doit être quelque chose qui est dedans Max et non pas à l'extérieur de Max.
OK. D'autres principes d'architecture. Alors, il faut avoir une compatibilité théoriquement totale. Après, je pourrais vous raconter la compatibilité n'est pas 100%, c'est 99%. C'est-à-dire, il y a des petits coins du langage où la compatibilité n'est pas complète. Mais on peut dire qu'au 99% des cas, la compatibilité est complète. C'est-à-dire, je peux prendre du code de Expr et le coller dans Backeval et ils vont avoir le même résultat. OK? Voilà. Après, il y a une syntaxe qui est complètement fonctionnelle, c'est-à-dire everything returns a value. Ça, c'est un peu un principe de conception qui est utile d'un côté à le rendre plus compatible avec Expr. Car justement, Expr est un évaluateur d'expression, et en même temps de peut-être rendre un peu plus facile la traduction de concepts compositionnels qui historiquement ont été très souvent exprimés en Lisp ou en tout cas des langages fonctionnels. J'ai la possibilité d'utiliser Backeval tout simplement pour embarquer des listes telles qu'elles sont, donc pour avoir une expression directe de liste dans le code. Donc, celui-là, c'est juste un LLL exprimé de manière textuelle et c'est en même temps un programme Bell valide, légal. OK? Un peu comme dans Expr, je peux écrire un nombre et ça constitue une expression légale. OK? C'est-à-dire, de quelque manière, qu'un programme de Bell est une LLL avec des épices. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai une LLL qui est tout simplement l'LLL avec le symbole add chord, après des numéros, après des sous-listes. Et dans des sous-listes, j'intègre des opérations. Ça peut rassembler d'un côté la syntaxe du quote et unquote en Lisp. Et d'autre côté, ça peut peut-être évoquer la FTM MES, la message box, la boîte à messages de la librairie FTM, qui a été une inspiration importante pour ce travail. Et donc là, justement, j'ai un tout petit système qui me permet, par exemple, de taper des choses là-dessus, d'obtenir ces listes que vous voyez affichées ici et de, justement, remplir dans le temps une partition. OK, je vais encore avancer. Je crois que j'ai encore en gros 5 minutes, je pense, n'est-ce pas? J'espère que oui. OK, oui, je peux faire des... Andrea. Oui, exactement. D'accord, merci. Je peux faire des séquencements d'opérations. J'ai un opérateur point-virgule, ça rassemble évidemment le point-virgule du C ou du JavaScript, mais en fait, c'est un concept un peu différent, quoique dans une prochaine version de Bell, je veux les rapprocher encore un peu. Donc là, je peux faire des séquencements d'opérations. Là, je vais afficher en 2. Je vais afficher 3-4. Par afficher, je veux dire l'afficher ici dans la console de Max. Et après, restituer le résultat de la dernière opération, c'est-à-dire 3-4. Vous voyez? J'ai des variables. Les variables peuvent être soit globales, c'est-à-dire elles sont partagées pendant plusieurs objets back.eval à l'intérieur de l'entière session. C'est-à-dire que là, je fais une affectation de variables. Je vais affecter la variable myGlobalVariable avec 1. Et ici, je vais récupérer son valeur. OK? Il y a aussi une intégration avec d'autres objets. Mais je vais parler peut-être plus tard de ça. Ici, par contre, j'ai des variables locales, c'est-à-dire j'ai une variable qui est locale à l'objet. C'est-à-dire que l'affectation que je vais faire ici n'a aucune conséquence sur ce qui se passe dans cet autre objet. Voilà. Comme vous le voyez, ici, la variable a sa valeur de 11. De 1, désolé, à qui je rajoute 10 et donc j'obtiens 11. Et ici, je n'ai aucune valeur affectée, donc c'est juste nul. Il faut savoir aussi que j'ai une manière de déclencher donc ici, vous voyez, je déclenche la computation de mon expression lorsque je reçois un bang ou en tout cas des données dans l'entrée chaude de l'objet, mais aussi j'ai aussi une manière de faire des déclenchements remote, je dirais, c'est-à-dire de déclencher
un certain objet Bach-Eval lorsque la valeur d'une variable globale change. Et donc, ça permet de construire, par exemple, des réseaux de comportements qui sont assez complexes et qui, quelque part, disons, se rapprochent plutôt au paradigme du système PATR, par exemple. Voilà, je peux avoir des entrées et sorties différentes de mes objets. Donc ici, je vais envoyer quelque chose à la sortie gauche. Et ici, selon une condition, je vais envoyer quelque chose à la sortie centrale. Il y a plusieurs détails par rapport à ça, mais vous voyez que ça me permet de rapprocher quelque part Bach-Eval au fonctionnement de l'objet if. Lorsque je fais des choses genre if Toto, then out to Titi. Ou ça peut le rapprocher à la limite au fonctionnement d'un objet route ou d'un objet gate, etc. Donc, ça comprend un peu tout ce type de différents modèles de fonctionnement de Bach. Je peux définir des fonctions définies par l'utilisateur. Là, par exemple, j'ai une fonction factorielle qui est définie d'ailleurs de manière récursive, comme vous pouvez le voir. Donc, ma fonction est si la valeur en entrée $n est plus petite ou égale à 1, alors restitue 1. Sinon, restitue la valeur à l'entrée multipliée par le factoriel de la même valeur moins 1. OK. Et donc là, j'ai la définition d'une fonction et ici, je vais effectivement calculer la valeur de la fonction. OK? Ça marche effectivement. OK? Je peux aussi utiliser du code Bell pour contrôler le fonctionnement d'autres objets. Donc là, par exemple, j'ai un objet max, un objet Bach qui calcule l'intersection entre deux ensembles. Voilà. Donc ici, l'intersection est évidemment 60-64. Mais qu'est-ce que je peux faire si je veux faire une intersection avec une approximation, donc avec une fonction de proximité close enough que je définis comme la valeur absolue de la différence des modules, truc machin, d'accord? Alors ici, je peux contrôler le fonctionnement de l'objet Bach intersection à travers une fonction lambda qui est définie en termes de code Bell. Voilà. OK. Et comme vous le voyez, j'obtiens une intersection qui est une intersection modulo 12 et approximée. Donc, ça, c'est à peu près en do, à peu près en mi et en sol, à peu près en do, à peu près en qu'est-ce que c'est ça? Oui, à peu près en do. Et ça, c'est à peu près en mi, justement. Et après, quelque chose d'autre qui n'a rien à voir, donc en la. Et j'obtiens à peu près en do et à peu près en mi. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de faire ça aussi. Je crois que c'est fini. Voilà. Donc, l'objet Bach-Eval est contenu et donc le langage Bell est contenu dans la toute dernière version de la librairie Bach que vous pouvez télécharger librement du Package Manager de Max. Voilà. Bon, je fais n'importe quoi, mais vous voyez, voilà, c'est là. C'est un conflit car évidemment j'ai une version de développement dans mon ordinateur et après on a un tout joli website et pour des questions j'ai mon adresse bachproject.net. Voilà, merci. Je crois que c'est tout. Est-ce que je peux couper le partage d'écran? Oui, tout à fait. Comme ça, si quelqu'un a des questions, voilà. On les voit. OK, super intéressant. OK, est-ce qu'il y a des questions pour Andrea? Voyons, oui, 43 personnes ont écouté ta présentation. Ah, bonjour Yann. Ciao Andrea. Ciao. Comment ça va? Ça va, merci. Est-ce que au niveau de la gestion mémoire, comment c'est organisé? Alors, c'est peut-être décrit dans le papier, mais Alors, c'est très simple. C'est pas forcément la gestion la plus efficace, mais l'idée est que tout est cloné lorsqu'il est nécessaire. C'est-à-dire, toutes les opérations sont, disons, il n'y a pas d'opération in place. Donc, c'est l'exact même paradigme que dans Bach.
Donc, ça cause beaucoup de clonation, mais ça rend la programmation beaucoup plus, je pense, simple à comprendre, quelque part. Très bien. Merci. Merci à toi. Moi aussi, j'ai une question en attendant les autres. Oui, Est-ce que Bell, il est juste pensé pour Max ou on peut l'utiliser aussi dans d'autres environnements? non, Ah, c'est juste il pensé pourrait pour être, Max. c'est vraiment pensé pour Max. Oui, OK. oui, et c'est pas. C'est une Donc, chose que c'était pas clair dans les papiers. Disons, ça avait l'air d'être un langage un peu plus ouvert, entre guillemets. voilà. Donc, OK. je peux te donner Donc, une tu as réponse. répondu. Je peux te donner peut-être une réponse un peu plus articulée. C'est vrai qu'au tout début, on imaginait un langage qu'on pourrait embarquer dans des autres environnements aussi. Mais au fur et à mesure que le développement avançait, on s'est rendu compte qu'il y avait des spécificités assez péculières et assez capricieuses, je pourrais dire, de l'environnement Max. Et donc, si on voulait faire quelque chose qui marchait bien dans Max, il fallait prendre faire des choix qui rendaient le système un peu moins général. Et donc, le choix, la philosophie a été vraiment de faire quelque chose qui était complètement intégré dans Bach et Max, même si ça causait le langage, si ça provoquait, disons, un peu certains aspects un peu bizarres du langage qui le rendent moins adapté à d'autres environnements. OK. D'autres questions? On a encore Oui, deux moi j'avais une minutes. question. Je trouve Oui. ça d'abord fascinant, hein. Mais visiblement c'est pas vraiment c'est pensé pour Max avant d'être pensé pour Bach. Ou je me trompe. C'est-à-dire que je vois une compatibilité avec Bach qui est très bonne avec les objets de Bach, mais c'est d'abord pensé pour faire de la programmation, si je puis dire, normale en Max. Oui ou non? Ouais, si j'ai bien Oui et non. compris. Oui et non, effectivement. C'est vrai que en tant que, je pense, principal utilisateur du langage, quoique je sais qu'il y a une petite communauté d'utilisateurs, en fait. C'est vrai que ça me débrouille parfois dans des problématiques qui sont très spécifiquement maxiennes et qui me permet à travers ce langage, j'ai la possibilité parfois de résoudre avec un objet et quelques lignes de code quelque chose qui sinon aurait demandé un patch très compliqué. D'autre côté, il y a pas mal d'intégration avec Bach dans le sens que la structure de données, qui est la structure utilisée partout dans les langages, est en fait la structure de Bach. Et d'autre côté, on envisage, mais ça c'est plutôt un développement à venir, on envisage une très forte intégration du langage dans les éditeurs de partitions de Bach. C'est-à-dire que demain, il sera possible d'écrire du code Bell qui va interagir directement avec la notation musicale. Si. Merci. OK. OK, je pense que c'est bon. D'accord. On est pile à l'heure, c'est 11 heures, 30 minutes, parfait. D'accord. Euh,